Chapitre 2. Biais liés au contexte. La science économique au XXe siècle s'est construite sur le postulat que les individus sont rationnels. L'individu des économistes, l'homo economicus, est supposé toujours faire le meilleur choix, celui qui maximise son utilité, sa satisfaction ou son bien-être. À partir des années 1970, l'économiste Richard Thaler, prix Nobel d'économie 2017, a commencé à tenir une liste des comportements humains qui apparaissent comme irrationnels au regard de la théorie économique standard. Et il a trouvé dans les travaux de Kahneman et Tversky sur les heuristiques et les biais cognitifs la matière pour expliquer ces anomalies. Ce qui sépare l'individu abstrait qui est homo economicus d'un individu réel est que les comportements de ce dernier sont influencés par ce que Thaler appelle des facteurs supposés non pertinents. Voici un exemple donné par Thaler dans son ouvrage Misbehaving, publié en 2015. Alors jeune professeur d'économie, il fit passer un examen à ses étudiants où le nombre total des points était de 100. La moyenne de l'examen fut de 72 et plusieurs étudiants se plaignirent de leurs faibles notes. L'examen suivant fut du même type, mais Thaler transforma les notes par une règle de 3 de façon à ce que le total des points soit de 137. La moyenne de cet examen fut de 96, soit environ 70 sur 100, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne de l'examen précédent. Étonnamment, les étudiants ne se plaignirent pas de leurs notes. Cet exemple montre que la satisfaction qu'un étudiant a de sa note peut être influencée par l'échelle de notation. C'est un facteur supposé non pertinent. Un agent rationnel aura le même degré de satisfaction que sa note soit expérimentée sur 100 ou sur 137. Nombre de nos décisions sont affectées par des facteurs supposés non pertinents. Par exemple, une étude a montré que les juges prononcent une peine d'emprisonnement plus courte lorsqu'ils expriment la peine en mois plutôt qu'en années. L'unité mois ou année dans laquelle une peine est exprimée est un facteur supposé non pertinent. La peine prononcée par un juge ne devrait être influencée que par des éléments juridiques, pas par un tel élément. Un autre facteur supposé non pertinent affectant nos choix est l'ordre suivant lequel les différences alternatives sont présentées. Par exemple, la position des plats dans un menu de restaurant influence notre choix. Les mets placés au début ou à la fin de la liste de leur catégorie, entrée, plat, dessert, sont plus choisis que ceux placés au centre de la liste. La position des items dans une liste n'est pas censée influencer les choix d'un agent rationnel. Dans un article publié dans le New York Times de 2015, Thaler explique que l'économie comportementale incorpore les facteurs supposés non pertinents dans la théorie économique standard afin de mieux prédire les comportements. Deux facteurs non pertinents ont des effets particulièrement robustes: la façon dont un choix est formulé, effet de cadrage, et la présence d'une valeur de référence lorsque l'on doit estimer une quantité, effet d'ancrage. Effet de cadrage. Considérez le problème suivant. Imaginez que la France se prépare à faire face à une épidémie d'une maladie asiatique peu connue qui devrait causer 600 morts. Deux programmes ont été avancés pour combattre cette maladie. Les scientifiques estiment que les effets de ces programmes sont les suivants. Si le programme A est adopté, 200 personnes seront sauvées de façon sûre. Si le programme B est adopté, il y a une chance sur 3 de sauver 600 personnes et 2 chances sur 3 de ne sauver personne. Quel programme choisiriez-vous ? Considérez maintenant la version suivante du problème. Imaginez que la France se prépare à faire face à une vague épidémique qui devrait causer 600 morts. Les médecins spécialistes ont avancé 2 programmes pour faire face à cette situation. Selon eux, les effets de ces programmes sont les suivants. Si le programme A est adopté, 400 personnes mourront de façon sûre. Si le programme B est adopté, il y a une chance sur 3 que personne ne meure et 2 chances sur 3 que 600 personnes meurent. Quel programme choisiriez-vous ? Si vous faites attention, vous voyez que l'information contenue dans les 2 versions est strictement la même. Seule la façon dont elle est présentée, le cadrage, diffère. La première version utilise un cadrage positif
en mettant en avant des vies sauvées, tandis que la seconde version utilise un cadrage négatif en mettant en avant des pertes. Le cadrage du problème est un facteur supposé non pertinent. Le choix entre le programme A et le programme B devrait être le même dans les deux versions. En effet, le principe d'invariance postule que la description des alternatives ne doit pas influencer nos préférences. Pourtant, la majorité des personnes, les 3/4 environ, choisissent le programme A dans la première version et le programme B dans la seconde version. C'est un effet de cadrage, un biais par lequel la structuration de l'information influence nos décisions. La théorie des perspectives explique l'effet de cadrage en question. Dans une perspective de gain, première version, nous préférons un gain sûr, programme A, à un gain probable, programme B, tandis que dans une perspective de perte, seconde version, nous préférons une perte probable, programme B, à une perte sûre, programme A. Les effets de cadrage sont divers et nombreux. Par exemple, plusieurs études montrent que l'unité de temps, mois ou année, utilisée dans la formulation d'une question influence les réponses des sujets. Nous évaluons le risque de développer un cancer plus inquiétant lorsque ce risque est exprimé en jours plutôt qu'en années. Nous trouvons que l'allongement de la garantie d'un bien de 84 à 108 mois est plus intéressant qu'un allongement de 7 à 9 ans. Les gens à qui on demande combien ils dépenseront dans les 12 mois qui viennent donnent des chiffres plus bas que ceux à qui on demande combien ils dépenseront dans l'année qui vient. Quand on leur propose la possibilité de faire un don à une œuvre caritative, 52% des étudiants en MBA déclarent qu'ils seraient prêts à donner 85 cents par jour, mais seulement 30% seraient prêts à donner 300 $ sur une année. Pour la plupart des gens, une année ne semble pas signifier la même chose que 12 mois. Le cadrage de l'information peut s'avérer déterminant. Dans le cas des référendums, par exemple, la formulation de la question fait toujours l'objet de longues négociations, car tout le monde sait que la formulation utilisée peut avoir un effet déterminant sur le choix des citoyens, cette formulation devant d'ailleurs être validée par un Conseil d'État. Aussi, avant d'acter une décision, tout décideur devrait préalablement se demander si sa décision est potentiellement influencée par le cadrage de l'information. Debiasing. Une première technique pour réduire l'effet de cadrage est de montrer des cadrages différents. Prenant conscience du phénomène en question, le décideur est plus à même d'en contrôler l'effet. Il est vrai que l'effet de cadrage est souvent mis en évidence en présentant les différents cadrages d'un même problème à différents groupes de sujets. Or, lorsque les différents cadrages sont présentés au même sujet, l'effet de cadrage est toujours présent, mais dans une moindre mesure. Une seconde technique pour contrer l'effet de cadrage est de demander aux personnes de faire la cartographie cognitive de leur choix avant d'indiquer leur choix. Ce résultat provient d'une étude dans laquelle le cas d'une entreprise fabriquant et distribuant de la peinture à séchage rapide était présenté aux participants, des étudiants en management et des senior managers. Ces derniers devaient se mettre dans la peau du CEO de l'entreprise, devant prendre une décision stratégique. Choisir entre une option safe, continuer à cibler la demande domestique, et une option risquée, investir les marchés étrangers. Un cadrage positif du cas, mettant en avant des gains, était soumis à une partie des participants, tandis qu'un cadrage négatif du cas, mettant en avant les pertes, était soumis à une autre partie des participants. De plus, certains participants devaient, avant d'indiquer leur choix, réaliser la cartographie cognitive de leur choix, c'est-à-dire schématiser la manière dont ils avaient pensé au problème sous la forme d'une cartographie, un diagramme en réseau où chaque nœud représente une cause ou un effet. Le résultat montre un effet de cadrage important. 45,5% des participants ont choisi l'option safe dans la version positive du cas, contre 9% dans la version négative. De plus, aucun effet de cadrage n'a été constaté chez les participants qui devaient faire une cartographie cognitive avant d'indiquer leur choix. Cette technique semble donc efficace pour réduire ce biais. Exemple. Un manager avait la réputation de faire d'interminables et pénibles réunions. Pourtant, l'analyse factuelle montrait que ce manager ne faisait pas plus de réunions que les autres et que la durée de ces réunions était dans la moyenne. La valeur et la perception sont deux phénomènes différents et nous avons tous vécu des moments qui nous paraissent interminables alors que d'autres au contraire passent très vite.
Cela pourrait s'expliquer par le style d'animation et le sujet traité, mais cette piste explicative s'est révélée négative. Une observation des dites réunions a permis d'avancer une autre explication et surtout de proposer des solutions. Ce manager, voulant bien faire, prenait beaucoup de temps pour faire un tour de table et demandait à chaque participant les points qu'il voulait voir abordés. Ainsi, un temps important était pris pour noter tous les points. Les participants, contents de s'être exprimés individuellement, étaient cependant abattus par l'ensemble des points à traiter et ne voyaient pas comment, dans le laps de temps envisagé, cela allait être possible, créant ainsi une impression de séance sans fin. Le manager a échangé avec l'observateur et a décidé d'utiliser une autre technique. Au début de la réunion, il donnait le temps exact, soit 1h30, et décomposait les temps. 15 minutes pour le tour de table, 15 minutes pour 4 sujets traités et 15 minutes de conclusion. Cet affichage en étapes a mis les participants dans une dynamique. Un seul temps long a été décomposé en plusieurs temps courts avec des objectifs bien déterminés et une forme de contrat qui remplaçait une présence non cadrée. Le biais d'ancrage. Selon vous, la longueur du Mississippi est-elle inférieure ou supérieure à 110 km ? Quelle est votre estimation de la longueur du Mississippi ? Une étude a démontré que l'estimation médiane est 480 km. Mais lorsque le point de référence utilisé est 3200 km, l'estimation médiane est 2400 km. Pour faire ce genre d'estimation numérique, nous avons tendance à utiliser l'heuristique d'ancrage et d'ajustement, une stratégie mentale par laquelle nous partons d'une valeur initiale, une ancre, puis nous procédons à un ajustement souvent trop faible. L'effet d'ancrage peut se produire dans tous les cas où un jugement ou une décision numérique sont en jeu. La perception d'un risque, l'estimation de la valeur d'un bien immobilier ou encore la négociation d'un prix. En effet, une étude a montré que le fait de formuler une offre initiale constitue un avantage lors d'une négociation car cette première offre exerce un effet d'ancrage sur le prix final. L'ancrage est un effet extrêmement puissant. Même une encre non informative, sans rapport avec la quantité estimée, peut influencer notre estimation. Dans une étude célèbre, Tversky et Kahneman avaient d'abord demandé aux participants de tourner une roue de la fortune qui s'arrêtait sur un nombre compris entre 0 et 100. Cette roue était en réalité truquée et s'arrêtait sur les nombres 10 ou 65. Les participants devaient ensuite estimer diverses quantités telles que le pourcentage de pays africains, nombre de l'Organisation des Nations Unies. Ils devaient d'abord indiquer si ce pourcentage était inférieur ou supérieur au nombre sur lequel s'était arrêtée la roue, puis estimer ce pourcentage. Il s'avère que son nombre, pourtant non pertinent, exerçait un effet d'ancrage puissant sur les estimations des participants. L'estimation médiane était de 25% dans le groupe où la roue s'est arrêtée sur 10, mais elle était de 45% dans le groupe où la roue s'était arrêtée sur 65. En particulier, de nombreuses études ont examiné l'effet d'ancrage dans le cas de décisions judiciaires. Les juges et les jurés doivent souvent traduire leur jugement qualitatif en décisions quantitatives. Alors que leur jugement qualitatif sur des questions telles que la gravité de la blessure du plaignant ou la peine appropriée ont tendance à être consistants et prévisibles, une certaine variabilité apparaît, en particulier pour l'estimation des dommages non économiques et punitifs, lorsque ces jugements qualitatifs sont traduits en chiffres. Par exemple, des dommages et intérêts ou des peines pénales. L'effet d'ancrage est certainement l'une des raisons. Face à l'incertitude quant au montant à déterminer, les juges, et en particulier les jurés, ont tendance à s'appuyer sur n'importe quel point de référence numérique. Par conséquent, des valeurs telles que le plafond de dommages, le montant des dommages et intérêts demandés par le plaignant ou encore la peine requise par le procureur peuvent exercer un effet d'ancrage sur la décision du juge. En matière civile, par exemple, le professeur de droit Annelise Siboni souligne que, même si leur fonction est de plafonner la réparation, les clauses limitatives de responsabilité produisent vraisemblablement aussi un effet d'ancrage. Du seul fait qu'elles mentionnent un montant, elles introduisent nécessairement un point de référence qui pourra affecter l'évaluation des dommages réels, que ce soit par la victime, par un expert ou par un juge. Débiaising.
Des études montrent que l'expérience professionnelle réduit mais n'élimine pas l'effet d'ancrage. Par exemple, les dommages punitifs accordés par les jurés ont tendance à être plus erratiques, car plus vulnérables à l'effet d'ancrage, que ceux accordés par des magistrats professionnels. Par ailleurs, informer préalablement la personne qu'elle devra justifier son estimation pourrait réduire l'effet d'ancrage. Une étude a cependant montré que demander à des juges de motiver le montant des dommages et intérêts accordés ne réduit pas l'effet d'une encre sur le montant fixé. La technique de l'opposé s'avère efficace pour contrecarrer l'effet d'ancrage. En effet, ce biais s'explique par des facteurs cognitifs tels que la paresse et la disponibilité de l'information. Par exemple, si nous devons estimer le prix d'un manuel universitaire, une encre élevée, 1000 €, rendra actif dans notre mémoire des exemples de livres chers. Or, même si nous avons conscience que le prix moyen d'un manuel universitaire est bien inférieur à 1000 €, notre estimation sera biaisée par les exemples de livres chers disponibles en mémoire. Les auteurs de l'étude en question ont suggéré que rendre disponibles des informations contradictoires avec l'encre devrait réduire l'effet de celui-ci. C'est bien le cas chez des experts en automobile devant estimer le prix d'une voiture d'occasion. L'effet d'une encre, le prix proposé par un vendeur, est réduit chez ceux à qui on a demandé au préalable de lister des arguments contradictoires avec l'encre. Pourquoi le prix proposé est inadéquat? Exemple. People Review sur les augmentations. De nombreuses entreprises organisent ce que l'on appelle des People Review, séances au cours desquelles les personnes de la RH, gestionnaires de carrière et les managers évaluent les potentiels des personnes et déterminent leurs primes et augmentations à venir. Ces séances sont très souvent collectives. Par ordre alphabétique, les dossiers des différents salariés sont analysés selon une grille prédéfinie. Travail, performance, formation, etc. À la fin, il est demandé de définir pour chaque personne si elle est promue et si elle aura ou non une augmentation et ou une prime. Dans ce type d'exercice, il y a un effet d'ancrage très fort. En effet, on passe en général beaucoup de temps sur les premiers dossiers et les derniers sont parfois victimes de la contrainte de temps. Les premiers dossiers traités vont jouer le rôle d'encre pour les suivants. Les montants des primes accordées servent souvent de référence pour déterminer les montants des autres avec des justifications du type « si on a donné X à un tel, on devrait donner X plus ou X moins à un autre ». Ainsi, l'ordre de passage et les valeurs données en premier constituent des éléments qui influencent les échanges et les décisions. Une solution consiste à demander aux personnes de la réunion de faire individuellement l'évaluation et les propositions pour tous les concernés, d'afficher les réponses et ensuite de délibérer, personne par personne. Les nudges pour éviter les biais de contexte. Comme nous l'avons vu dans ce chapitre, nombre de nos choix sont affectés par des facteurs supposés non pertinents liés au contexte. Aussi, une méthode générale pour réduire l'effet de ces facteurs est le nudging. Une méthode générale proposée par Richard Thaler et Kassenstein. Un nudge est un coup de pouce visant à faire adopter aux personnes un certain comportement tout en 1. Préservant leur liberté de choix, 2. Ne leur imposant pas un coût significatif si elles n'adoptent pas le comportement ciblé. Plus précisément, un nudge consiste dans une situation donnée à disposer l'environnement de façon à ce qu'un ou plusieurs biais cognitifs déclenchent chez les personnes un comportement ou un choix particulier. Un nudge n'implique ainsi aucune interdiction ou modification des incitations économiques. Dans les termes de Thaler et Sunstein, disposer l'environnement de façon à induire un certain choix correspond à concevoir l'architecture du choix. Ce type d'intervention est relativement peu coûteux. Lorsqu'il fonctionne, les nudges ont l'avantage d'être efficaces à moindre coût. Les nudges sont aussi utilisés pour inciter les élèves à choisir les plats les plus sains à la cantine, les automobilistes à faire une pause sur une aire d'autoroute ou encore les clients d'un hôtel à réutiliser la même serviette de toilette. Il existe un grand nombre de techniques pour concevoir l'architecture du choix. Pour induire les conducteurs à ralentir dans une portion de route dangereuse, un nudge consiste par exemple à tracer des lignes blanches perpendiculaires au marquage au sol normal, de plus en plus rapprochées, ce qui crée l'impression de rouler particulièrement vite et incite ainsi à ralentir. Ce nudge exploite une illusion perceptive. Il a été utilisé par les autorités publiques de Chicago dans un virage dangereux du Lakeshore Drive. Une autre technique classique pour façonner l'architecture du choix est l'option choisie par défaut.
Une étude célèbre a révélé que le taux de consentement aux dons d'organes varie considérablement au sein des pays de l'Union européenne. Ce taux est par exemple de 99,91% en France, mais de 12% en Allemagne. Ces différences s'expliquent par le choix par défaut tel que le dispose la législation. Dans le pays où le taux de consentement aux dons d'organes est élevé, le consentement est présumé. Les entreprises ont depuis longtemps compris la puissance du choix par défaut en utilisant par exemple le précrochage d'options payantes dans des contrats de vente ou de prestation de services. Exemple, le totem des ventes. Un directeur commercial avait eu l'idée pour animer une équipe de commerciaux de faire un totem des ventes. C'est une colonne en carton avec une graduation qui mentionne en cumulé les ventes du mois en cap. À chaque fois qu'un commercial réalise une vente, il fait bouger le curseur. Et à chaque fois que le curseur passe à une autre centaine, il y a une alarme pour signifier à tous ceux qui sont à proximité qu'une étape est franchie. Le bruit de l'alarme est celui des machines à sous. Ce directeur commercial a pu apprécier l'impact de son totem avec une meilleure réalisation des objectifs de vente et des ventes supérieures à 10% par rapport à la situation sans totem. Ce totem est un exemple de nudge, un coup de pouce incitant les commerciaux à être plus performants, mais sans les contraindre. Autodiagnostic des biais de contexte. Ce deuxième chapitre a montré comment nous sommes parfois victimes de deux biais de contexte majeurs, l'effet de cadrage et le biais d'ancrage. Pour résumer ces biais et vous permettre de vous autodiagnostiquer, nous vous proposons la grille suivante. Auto-évaluez-vous sur ces deux biais par une note de 1 à 5. 1 signifiant une faible exposition au biais, 5 une forte exposition au biais. Cet exercice peut également se faire pour une équipe en collectif. Biais. Effet de cadrage. Définition. Notre décision est influencée par la façon dont l'information est présentée. Évaluation de 1 à 5. Débiaising. Utiliser des cadrages différents pour montrer l'effet de cadrage. Faire la carte cognitive d'une décision en mentionnant les facteurs explicatifs. Biais, effet d'ancrage. Une valeur initiale, une encre, sert de référence et influence excessivement notre estimation. Évaluation de 1 à 5. Débiaising, avoir une expérience sur le sujet ou se documenter. Chercher des valeurs extrêmes, minimum et maximum, pour relativiser l'ancrage. Chercher et lister les arguments contradictoires avec l'encre, pourquoi l'encre est inadéquate. Et le dernier, susceptibilité au nudge. La façon dont l'environnement est structuré influence nos choix et notre comportement. Évaluation de 1 à 5. Débiaising. Les nudges peuvent justement être utilisés pour réduire l'effet des biais cognitifs.